tous et à toutes. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis le directeur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM, et je vous souhaite la bienvenue à la deuxième journée du colloque L'Afrique en chantier. Je vous rappelle que cet événement sera rediffusé sur notre site web et sous forme de balado si vous voulez le réécouter ou le réentendre, ou le revoir plutôt, pardon. Alors, tout au long du panel, vous aurez évidemment l'occasion de poser des questions, d'intervenir dans la boîte Q et R, et Steve fera une sélection qui alimentera la discussion avec les panélistes. Hier, nous avons parlé de relations internationales, de géopolitique, de rivalité et de sécurité sur le continent africain. Jeudi, lors du troisième panel, nous parlerons d'économie, mais aujourd'hui, le sujet, ce sont les mouvements sociaux avec trois intervenants de très grande qualité et qui ont tous en commun d'avoir un lien avec l'Université de Montréal. Alors, mais je vais laisser notre animatrice Anne Calves vous les présenter parce que justement, le panel sera animé par ma collègue Anne Calves, qui est démographe, sociologue, professeur au département de sociologie de l'Université de Montréal et membre du groupe interuniversitaire d'études et de recherche sur les sociétés africaines, le GIRSA, qui réunit la plupart des experts de l'Afrique au Québec. Alors, Anne Calves, je te cède la parole pour 1 heure et demie de discussion, d'éclairage et de débat sur les mouvements sociaux en Afrique. Merci Frédéric, merci pour l'invitation à animer ce deuxième panel du colloque L'Afrique en chantier, qui aborde un sujet particulièrement stimulant, vous l'avez vu, celui des mouvements sociaux sur le continent. Alors, bien que les mobilisations sociales ne sont pas nouvelles en Afrique, plusieurs mouvements contestataires d'importance, portés par les jeunes, ont marqué le continent au cours des dernières années. Alors, on peut penser notamment au printemps arabe en Afrique du Nord, au mouvement Y en a marre au Sénégal, ou Balai citoyen au Burkina Faso, pour en citer quelques-uns. Donc, si les jeunes ont été les fers de lance de ces mouvements pro-démocratie, on note aussi que les femmes ont, elles aussi, été au cœur de l'action collective récente. Alors souvent, cette action collective est structurée autour du mouvement associatif. Dans tous les cas, le militantisme en faveur de la cause des femmes a gagné en visibilité dans plusieurs pays africains. Donc, dans ce contexte, eh bien, l'objectif du panel, c'est d'analyser les trajectoires de certains de ces mouvements sociaux contemporains en Afrique, de débattre également du rôle et de la place de ces mouvements sociaux dans les transformations sociopolitiques en cours dans plusieurs pays, tout en évoquant également les défis et les difficultés que peuvent relever ou que doivent relever plutôt ces mouvements. Donc un vaste programme, vous le voyez bien. Pour aborder ces questions, on a le plaisir d'accueillir un panel de choc, justement, qui n'aura pas peur de s'attaquer à ces questions-là. Alors je vais vous les présenter brièvement dès maintenant. Nous avons Mariem Ndiaye, sociologue, politiste, chargée de recherche au CNRS et comme le disait Frédéric, Mariam a un lien avec l'Université de Montréal puisque nous avions eu le plaisir de l'accueillir au GIRSA et au Cerium comme chercheuse postdoctorale. Après son séjour montréalais, elle a passé 3 ans à l'Institut des sciences sociales du politique et elle a rejoint le laboratoire Les Afriques dans le monde en septembre 2019. Alors, Mariem, pardon, les interventions de Mariem porteront particulièrement sur les mobilisations sociales des femmes sur le continent africain. Alors, elle sera rejointe dans ce panel par Ousmane Diallo, qui lui aussi a un lien avec l'UDM, effectivement, puisqu'il est diplômé de l'Université de Montréal et de l'Université de Waterloo. Il est chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International et il a auparavant travaillé au sein de la représentation régionale du Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, en Afrique de l'Ouest. Et il a également travaillé au sein des bureaux de l'Institut d'études de sécurité à Dakar et à Nairobi.
Alors les interventions de Ousmane Diallo, porteront principalement sur les trajectoires des mouvements, sociaux pro-démocratiques en Afrique de l'Ouest au cours des 10 dernières années. Enfin, notre dernier, panéliste est Luis Martinez. Il est directeur de recherche au Centre, de recherche international de Sciences Po depuis 2005. Il a été professeur invité à la School of International and Public Affairs de Columbia, University à New York, et il a aussi fait un séjour à Montréal. Voici le lien avec Montréal de nouveau, en 2007-2008. Les interventions de Louis porteront principalement sur les mobilisations des jeunes en Afrique du Nord, sur la contestation politique et également sur l'attractivité de l'islam politique. Alors voilà, comme vous l'avez vu, le panel est, de qualité. On a hâte de les entendre. La façon dont on va procéder, c'est qu'on va faire un tour d'horizon de quelques questions. Je vais me tourner vers les panélistes tour à tour en leur posant, une question. Les panélistes pourront débattre. On va se donner, environ, 45 minutes pour ces discussions, afin de laisser, l'opportunité, aux participants de poser, des questions. Alors, par le biais des questions-réponses, on donnera donc un petit 20 minutes, de débat. Alors voilà, ben, je vais peut-être commencer, par, me tourner vers, Ousmane Diallo pour justement faire, un premier tour d'horizon peut-être, des principales, reconfigurations, pardon, des principales mobilisations sociales, qui ont marqué le continent africain ces dernières années, en particulier l'Afrique de l'Ouest, et peut-être aussi nous donner une idée de quelles sont les forces, les causes derrière ces mouvements, sociaux récents. Alors, Ousmane, vous avez la parole. Bonjour, professeur Calves. Bonjour à mes copanélistes Mariem et Luis, ainsi qu'à tous les membres du CERIAM et aux participants de ce colloque. C'est un grand plaisir d'intervenir ici sur les mouvements sociaux et citoyens en Afrique de l'Ouest au cours des 10 dernières années, ayant été, comme vous l'avez mentionné, un étudiant de l'Université de Montréal. Et il y a 10 ans, lorsque j'étais à l'Université de Montréal, c'était le début du printemps arabe en Afrique, et donc les mobilisations en Tunisie, en Égypte, qui vont faire des émules plus au sud du Sahara à partir de juin 2011, notamment au Sénégal, avec l'émergence du mouvement Y en a marre. Donc le mouvement Y en a marre, ça a été le principal mouvement de contestation citoyenne et cristallisant des aspirations à une alternance politique et générationnelle en Afrique de l'Ouest, et qui a été incarné par des acteurs politiques non conventionnels, disons, parce que les principales têtes de file de ce mouvement-là étaient des artistes, souvent des artistes hip-hop, et aussi par des journalistes qui n'étaient pas dans le sérail du système politique sénégalais. Donc, Y en a marre émerge dans ce contexte-là en mars 2011, dans un contexte de contestation de la vie chère, des coupures d'électricité, mais aussi dans un contexte politique qui est catalysé par le projet de troisième mandat du président de l'époque, Abdoulaye Wade. Et c'est sur la base de ce combat-là que Y en a marre va s'imposer comme un acteur politique central, non seulement au Sénégal, mais aussi en faisant des émules un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone. Donc, à partir de juin 2011, c'est le projet de révision de la Constitution du Sénégal qui est mis en branle au niveau du Parlement, et aussi un projet constitutionnel corollaire qui est le quart bloquant. Et c'est suite à un appel de plusieurs mouvements, comme Y en a marre, qu'une bonne partie de la population sénégalaise va sortir et manifester contre ce projet de lutte, occupant tout le centre-ville de Dakar, occupant presque l'Assemblée nationale et amenant au retrait de ce projet de loi-là. Donc, c'est dans ce contexte que le mouvement du 23 juin est établi au Sénégal, et le projet de Y en a marre qui se cristallise autour d'établir un nouveau type de Sénégalais. Donc, Y en a marre a été un petit peu la porte d'entrée de ces mouvements citoyens-là
et mouvement pro-démocratique en Afrique de l'Ouest. Mais Y en a marre s'inscrit aussi dans la continuité d'une histoire politique du Sénégal où les jeunesses urbaines ont beaucoup incarné des projets alternatifs de gouvernance politique et aussi de changement social, notamment à travers des épithètes comme Boulfalé dans les années 90, qui signifie on s'en moque, donc qui est une manière un petit peu, comme il y en a marre, de montrer sa défiance par rapport au système politique. Et au-delà du Sénégal, le projet de lutte de Y en a marre va faire des émules dans d'autres pays comme le Burkina Faso, ou aussi c'est à travers un projet de révision de la Constitution que le Ballet citoyen, qui est un mouvement aussi de la société civile, incarné par des artistes hip-hop, encore une fois, va émerger à partir de 2013 pour lutter contre le projet de révision constitutionnelle qui était projeté au Burkina Faso. Donc, au cours de cette année de lutte entre 2013 et 2014, le dénouement aura lieu à partir d'octobre 2014 où, comme au Sénégal, le mouvement du ballet citoyen incarné par Smokey Bambara et l'artiste de reggae Samské Deja vont appeler à des manifestations massives contre ce projet de loi qui vont aboutir à l'occupation du Parlement, encore une fois, et à l'intervention de l'armée du Burkina Faso dans le champ politique, entraînant une transition politique qui va aboutir à une révolution démocratique. Donc, ce sont ces deux principaux mouvements-là qui incarnaient ce projet d'alternance générationnelle qui comportait des éléments de contestation du système politique qui existait dans ces nations-là, mais qui incarnait aussi les velléités d'émancipation et de changement social d'une bonne partie de la jeunesse africaine, et qui va forcément faire des émules parce que même en République démocratique du Congo, on va noter des mouvements citoyens similaires comme Lutte pour le changement, Lucha et Filimbi. Et c'est sur cette base-là que des chaînes de solidarité transnationales vont être établies entre ces différents mouvements-là, que ce soit Y en a marre au Sénégal, le Ballet citoyen au Burkina Faso et Lucha et Filimbi en RDC. Et en 2015, il y a eu un manifeste publié par ces mouvements-là qui dénonçait la sclérosation du système politique national dans plusieurs États et qui émettait des idées sur la nécessité d'inclure la jeunesse et ses aspirations dans le programme de gouvernance de système qui était vu comme essentiellement gérontocratique. Et sur cette base-là, la campagne de défense de la démocratie et de changement générationnel, tournons la page, va émerger dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, notamment au Niger, mais aussi en Guinée, où ils vont mener des combats démocratiques, notamment récemment en Guinée, en partenariat avec le Front national de défense de la démocratie, qui s'opposait encore une fois au projet de troisième mandat du président Alpha Condé. Donc, sans aller au-delà, il faut noter que ces mouvements-là qui ont émergé en Afrique de l'Ouest, ces mouvements socio-citoyens pro-démocratiques, émergent dans un espace de contestation des projets politiques et de changement constitutionnel incarnés par les régimes en place, mais ce ne sont pas des mouvements qu'on peut qualifier essentiellement de lutte contre les changements constitutionnels et démocratiques. Ce sont des mouvements qui incarnent des aspirations alternatives dans ces sociétés nationales, souvent incarnées par la jeunesse et exprimées de manière différente du champ politique traditionnel national et promues par des acteurs qui sont d'une certaine manière marginal dans ce champ politique-là. Donc, plus récemment, la difficulté pour ces mouvements-là, que ce soit Y en a marre ou bien le ballet citoyen, ça a été de transformer ce capital politique et symbolique-là en facteur qui va, si je peux m'exprimer, imprimer un changement durable au sein de ces sociétés nationales. Que ce soit Y en a marre, que ce soit le ballet citoyen et encore plus Lucha et Filimbi en RDC, ces mouvements ont eu beaucoup de difficultés
à se maintenir dans la durée pour incarner cette alternative-là et pour impulser des reconfigurations politiques dans la longue durée dans la plupart de ces États. Il y a des chaînes de solidarité qui ont été établies parmi les jeunesses de ces différents pays et c'est là un des principaux succès de ces mouvements-là. Mais au Burkina Faso, on peut noter qu'avec la révolution démocratique de 2014 et le fait que le conflit sahélien, notamment dans le nord et l'est du Burkina Faso, ait pris une ampleur considérable au cours des 5 dernières années, ça a un petit peu relégué au second plan les projets politiques du bas des citoyens, notamment en termes de défense de la Constitution et des libertés civiques, face à l'impératif de survie nationale promu par le régime et beaucoup d'autres acteurs de la société civile. Et il y en a marre aussi à faire face à ces défis-là de transformation et de concrétisation du projet de nouveau type de Sénégalais face aux impératifs politiques et urgents qui se sont imposés à l'agenda au cours des dernières années. Mais au-delà de ces mouvements constitutionnels et civiques, il y a aussi d'autres mouvements très intéressants qui ont émergé au cours de ces dernières années. Si on regarde le cas du Nigeria, au cours des derniers mois, il y a un vaste mouvement qu'on appelle End SARS, donc qui appelle à la fin des brutalités policières, notamment mené par une unité de la police fédérale qui est le Special Anti-Robbery Squad. Donc, c'est un mouvement qui existait depuis très longtemps, mais une nouvelle campagne a commencé à partir d'octobre 2020, amenant à la dissolution de l'unité en question à partir du 11 octobre 2020 et entraînant des manifestations massives qui ont été réprimées dans la violence et ayant entraîné des dizaines de morts, que ce soit à Lagos et dans d'autres villes du Nigeria. Donc, on peut dire que cette dynamique-là s'inscrit toujours dans le temps, elle est toujours présente, mais on voit qu'il y a une forte répression de l'espace civique et des possibilités d'action de ces mouvements citoyens qui ont émergé en Afrique de l'Ouest, particulièrement en Afrique francophone, au cours des 10 dernières années. Merci Ousmane pour avoir fait ce tour d'horizon tout à fait inspirant. Alors, je voulais passer la parole maintenant, je vais passer la parole plutôt à Mariem, et peut-être pour l'interroger ou la lancer sur la piste de ces acteurs derrière ces mouvements que vient de décrire Ousmane, et notamment peut-être nous parler de l'évaluation qu'elle ferait, ou qu'on peut faire en tout cas, du rôle des jeunes et aussi des femmes dans ces nouveaux mouvements ou ces mouvements émergents que l'on voit que l'on voit se développer sur le continent au cours des dernières années. Mariem. Merci Anne, merci aux organisateurs de la conférence, au Cerium. Contente de partager ce panel avec Ousmane et Louis. Alors, je voulais je vais intervenir plus spécifiquement sur les femmes, qui est la question que je connais le mieux, mais préalablement peut-être faire un lien justement sur l'implication des jeunes et des femmes dans les mobilisations qui ont cours ces dernières années en Afrique, pour dire que les femmes occupent une place importante dans les mouvements portés par la jeunesse sur le continent. Alors, elles peuvent être structurellement moins nombreuses si on pense par exemple au mouvement étudiant, mais ça, il y a des causes structurelles aussi qui l'expliquent. C'est la place des femmes à l'université qui est aussi plus récente, donc là, il y a des évolutions positives de ce point de vue, mais il n'en reste pas moins qu'elles sont tout à fait actives au même titre que les hommes, et donc exposées tout autant, si je puis dire, aux risques de ces mobilisations en termes de répression, de violence, etc. Tout à l'heure, Ousmane a évoqué le cas de la lucha en RDC. Je pense que, de ce point de vue, le documentaire qu'avait réalisé Marlène Rabot au sujet de ce mouvement est assez intéressant. Il montre justement quelques figures d'activistes et notamment une femme qui est particulièrement impliquée et qui elle aussi fait l'objet d'arrestations, qui est emprisonnée, qui n'a plus le droit ensuite de poursuivre ses études à l'université. Donc je pense que c'est intéressant de souligner leur place dans ces mouvements de jeunesse. Moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur donc, ces femmes au cœur des mobilisations. Il faut savoir qu'elles se mobilisent, on pourrait dire, à la fois sur des questions, on va dire, qui touchent à la cause des femmes au sens large,
et puis sur des mobilisations plus larges qui vont avoir trait à la question du changement social et politique. Et pour ces femmes, en fait, les 2 éléments, sont totalement connectés. C'est-à-dire lutter pour ses droits, c'est, partie intégrante d'un combat plus large, au nom de la démocratie, au nom d'une plus grande égalité sociale. Donc il y a vraiment une interconnexion, dans ces combats. Alors les exemples sur le continent, ces dernières années sont vraiment nombreux. Je ne vais pas, faire voilà, en énumérer trop, je manquerai de temps, peut-être quelques-uns un peu symboliques. Donc Ousmane a parlé effectivement il y a 10 ans des printemps arabes. Si on prend, l'exemple, que je connais un peu mieux, qui est celui du Maroc, c'est intéressant de voir là, aussi le rôle des femmes. Alors j'aimerais faire une petite mise en perspective historique, pour dire que voilà, cette mobilisation des femmes, elle n'est pas, nouvelle. Elle a un ancrage, réel depuis plusieurs années. Au Maroc, il faut rappeler que dans les années 2000, c'est les femmes qui ont porté la réforme du code de la famille, qui a été quand même une des premières mobilisations d'ampleur, à laquelle a été confronté le nouveau souverain à l'époque, Mohamed VI. À ce moment-là, elles ont vraiment investi certains modes d'action, de rue, c'est-à-dire pas simplement rester dans l'expertise ou le plaidoyer, mais faire des manifestations, faire des sit-ins, des rassemblements protestataires devant le Parlement. Et c'est des choses qui sont vraiment rentrées dans leur répertoire d'action et qu'elles ont ensuite réinvesties pour d'autres luttes contre les violences, le harcèlement, l'accès, aux terres collectives. Donc voilà, il y a un historique quand même, qui est très présent. Et en 2011, elles ont été à la fois partie prenante et soutien, du mouvement du 20 février, qui était, la déclinaison, on va dire, marocaine de ces soulèvements populaires, qui ont touché le monde arabe. Et c'est intéressant de voir que dans ce mouvement du 20 février, il y avait notamment cette idée que l'amélioration de la condition des femmes, elle pouvait s'obtenir par la rue, mais aussi donc dans le cadre d'une réforme plus profonde du régime au nom de la justice sociale. Donc c'est ce que je vous disais, cette connexion à chaque fois entre des réformes sectorielles, si on peut dire, et des réformes plus, générales. Donc 10 ans après, on pourrait faire un bilan des désillusions et cetera, suite à ce printemps arabe. Il n'en reste pas moins qu'elles restent mobilisées. On le voit aujourd'hui sur des cas plus récents au Maroc. Il y a eu l'affaire Hajar Aïssouni, donc cette journaliste qui a été arrêtée et condamnée pour avortement. Et voilà, qui donne lieu toujours à des mobilisations. Un collectif s'est créé, un manifeste a été lancé, des sit-ins sont organisés. Donc il y a cette vigilance qui est toujours là. On le voit très récemment, le mois dernier, avec l'affaire qui a été qualifiée de revenge porn au Maroc, où une femme a été condamnée à cause d'une vidéo qui a circulé d'elle sur les réseaux sociaux, où là aussi ce collectif s'est à nouveau mobilisé et à travers ces cas spécifiques donc de violence ou de stigmatisation des femmes, cherche à porter un message pour faire tomber donc les bases patriarcales, autoritaires et sexistes, des régimes en place. Donc pour changer, de région, on pourrait prendre aussi l'exemple emblématique du Soudan. On a tous en tête, hein, en 2019, cette image, cette photo qui a fait le tour des réseaux sociaux, des médias, de cette étudiante qui était perchée sur une voiture dans sa tunique blanche et qui a harangué les foules et qui a vraiment été, qui a symbolisé un peu la place des femmes dans ce mouvement, soudanais, qui était parti, hein, d'une révolte contre la hausse du prix du pain et puis qui s'est transformée en révolte politique qui a conduit à la fin du règne, d'Omar el-Béchir. Là aussi, encore une fois, j'insiste sur la dimension historique. Les femmes au Soudan, elles s'étaient déjà mobilisées à d'autres occasions en 64, en 85 contre d'autres, régimes, dictatoriaux. Donc là, elles se mobilisent à nouveau. Comme les hommes, elles en payent le prix fort, hein. Il y a eu de la répression, des violences à l'égard de ces manifestants. Mais au final, elles obtiennent, aussi des avancées puisque dans les instances de transition, elles ont été, plus largement, représentées et elles ont obtenu certains changements législatifs, significatifs donc par rapport à leur statut, heu, notamment l'interdiction des mutilations génitales féminines et d'autres réformes allant dans ce sens. Donc voilà, là c'était pour donner simplement quelques exemples, mais ce que je voudrais souligner, c'est peut-être le parallèle qu'on pourrait faire, avec l'exposition et l'implication de ces femmes dans ces luttes, récentes pour des changements politiques et sociaux de fond, avec leur implication donc, dans les luttes nationalistes, au nom de l'indépendance. Je fais le parallèle parce qu'elles ont été à chaque fois actrices, fortement mobilisées. Mais voilà, la question, c'est quel aboutissement? On sait aussi les désillusions qu'il y a eu après les indépendances parce que d'actrices, on les a un peu reléguées à la place de symboles, de l'identité nationale, de l'identité à préserver
Et finalement, elles avaient un rôle à jouer, oui, mais dans le social, l'associatif. On ne voulait pas de ces femmes en politique qui restait le domaine réservé, des hommes. Donc l'idée, c'est voilà, éviter de rejouer ce scénario si on veut, dans les mobilisations actuelles. Et il y a quand même des chances que les choses se déroulent différemment puisque les mouvements de femmes contemporains, ce ne sont pas ceux, des années de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est des mouvements beaucoup plus autonomes, beaucoup plus, structurés, qui ont des connexions internationales fortes et qui donc ont la possibilité de peser sans doute davantage sur la scène politique, qu'ils ne pouvaient le faire donc dans les années 60. Voilà pour un 1er point déjà. Merci Meriem. Alors je vais passer la parole à Louise. Ousmane et Meriem ont évoqué évidemment l'exemple et le cas des printemps arabes. Louise, j'aimerais que vous peut-être nous reveniez justement sur ce mouvement, sur le bilan qu'on peut peut-être tirer de ce mouvement dans le cadre duquel les jeunes ont joué un rôle majeur. Les difficultés, les succès qu'ont connus qu'ont connu ces mobilisations. Bien, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous, et je suis également ravi de participer à ce colloque et de retrouver un certain nombre de collègues donc, de l'Université de Montréal et du Cerium. Moi, je voudrais essayer peut-être à la fois de faire un bilan éventuel et puis surtout rappeler les dynamiques finalement qui ont porté ces révoltes arabes et sont-elles terminées ou au contraire se sont-elles pas transformées finalement en d'autres formes, disons, de combat. Il est clair qu'à la fin, disons, des années 2000, dans la région de l'Afrique du Nord, on a des régimes extrêmement durs, autoritaires, le régime de Ben Ali en Tunisie, policier, le régime de Kadhafi. On a au Maroc et en Algérie, disons, un peu plus de flexibilité au regard justement des révoltes et des contestations passées. Et on a beaucoup de mal à imaginer que puissent surgir en Tunisie comme en Libye des mouvements, disons, de contestation civile portés par une jeunesse qui aspire finalement à un état de droit, à une transition démocratique, à un respect, disons, des libertés. Alors, le déclic, historiquement, il tourne autour d'un fait d'injustice, autour d'un personnage, Mohamed Bouazizi, en Tunisie, qui va finalement exprimer pour une partie de la société tunisienne toute une série de griefs qui est portée à l'encontre du régime policier. Cet acte finalement d'immolation, de violence symbolique va nourrir finalement toute une forme de politisation ancienne hein, qui était portée par de nombreux acteurs tunisiens. Ça va se greffer et être porté vraiment, je dirais, sur la place publique à Tunis. Et la grande différence, c'est que ces jeunes vont trouver, à la différence du passé, vont trouver dans les acteurs institutionnels tunisiens, qui étaient jusque-là plutôt loyaux au régime, eh bien, un soutien fondamental qui va permettre justement à ce mouvement de contestation de devenir une révolution. Ils vont trouver par exemple l'UGTT, l'Union générale des travailleurs tunisiens, qui était déjà en conflit depuis un certain nombre d'années vis-à-vis des autorités politiques, qui acceptait de moins en moins la tutelle politique sur ce syndicat. Et bien ce syndicat, qui est un syndicat majeur en Tunisie, va récupérer entre guillemets ces griefs, cette contestation, va la porter, va la structurer et va d'une certaine manière eh bien, l'amener sur la scène politique. De façon exceptionnelle aussi, ils vont trouver un écho très favorable auprès de l'armée tunisienne qui va s'interdire, disons, de s'impliquer dans la répression, qui ne va pas obéir d'une certaine manière aux ordres du président, qui va donc laisser la police un petit peu se débrouiller toute seule vis-à-vis de ces mouvements de contestation. Et puis on va avoir des activistes tunisiens qui jusque-là étaient très peu dans la lumière, hein, le corps des avocats, les défenseurs des droits humains, les mouvements féministes, etc., vont vraiment porter une parole publique à la fois nationale et internationale qui va, je dirais, presque renverser la vision qu'on avait de ce régime tunisien, policier, autoritaire. On va découvrir une société civile extrêmement, finalement, active, dynamique, organisée, et je pense qu'elle va réussir en quelques semaines ce que beaucoup de pays de la région espéreraient encore aujourd'hui pouvoir réaliser, et voir donc ce président partir. Je trouve que ce qui est intéressant avec la Tunisie, c'est que c'est à la fois, disons, un petit peu l'espoir pour beaucoup de pays de la région, et en même temps, 10 ans après, c'est le seul pays à avoir réussi, disons, à faire cette transition démocratique, pacifique, sans pour autant
et on le voit bien dans les derniers événements encore en Tunisie, pouvoir dire que la révolution est terminée, on a eu un désenchantement considérable de la jeunesse tunisienne, non pas par rapport aux questions politiques, finalement, la liberté d'expression est là, la liberté politique est là, en revanche, n'est pas au rendez-vous, bien évidemment, l'amélioration des conditions de vie, l'intégration des jeunes dans le marché du travail, la capacité de l'État à fournir toute une série de services. On voit bien que là, il y a un décalage entre les aspirations politiques et les revendications ou les satisfactions, disons, économiques qui pouvaient en être attendues. On n'a jamais eu autant de jeunes Tunisiens, y compris d'adolescents, qui quittent la Tunisie pour migrer en Europe depuis une dizaine d'années. Ce sont des phénomènes qui sont assez impressionnants entre ce décalage, entre cette réussite politique, finalement, de cette transition démocratique, et en même temps cet immense défi qui est celui de pouvoir amener, 10 ans après, finalement, eh bien, des services, des biens, des produits qui puissent justement répondre à ces attentes. Lorsqu'on regarde la situation régionale, il est évident que l'exemple tunisien s'est transformé en Libye en toute autre chose, tout simplement parce que, je dirais, l'engagement de la jeunesse libyenne a été, dès le début, disons au bout de 15 jours, tout simplement orienté vers une insurrection armée. Donc c'est plus un destin de milicien finalement qui va, disons, emporter une grande partie de cette jeunesse. On va avoir 200 à 300 000 jeunes comme ça en armes, sans forcément faire la guerre, mais en ayant une arme et un salaire. Donc on voit bien que là, la différence va être difficile. Les activistes, les démocrates, les défenseurs des droits humains vont être très vite emportés, disons, dans la dynamique de guerre qui va opposer toute une série de protagonistes, y compris d'acteurs ensuite régionaux et internationaux. Et donc la Libye, qui n'avait vraiment pas besoin, disons, de sortir d'un régime autoritaire pour basculer dans une guerre civile, va se retrouver dans une situation eh bien, quasi chaotique, violente, et pour certains, sur le plan humanitaire, dramatique quand on regarde les chiffres, disons, des déplacés et des victimes de ce pays. Donc on va avoir à la fois en Tunisie le modèle d'une jeunesse qui réussit son combat politique, et à l'inverse, dans une Libye, eh bien, le drame de voir une jeunesse, d'une certaine manière, ne pas trouver justement ces acteurs institutionnels, ce cadre civil, cette organisation politique, cette capacité finalement de structurer une contestation, un combat qui va être très vite pris en charge par des protagonistes armés qui vont donc, eux, trouver un intérêt à mettre en œuvre une économie de guerre sur le trafic humain, sur le trafic des armes, sur le trafic des migrants, sur le trafic pétrolier, enfin toute une série de ressources qui vont contribuer à leur richesse et à leur volonté de finalement ne pas mettre un terme à cette activité, disons, de guerre civile dans ce pays. De façon intéressante, le Maroc et l'Algérie, dans des temporalités très différentes, je reviens sur ce que soulignait Marianne, il est vrai que le 20 février au Maroc va susciter à des niveaux très différents disons, de la mobilisation tunisienne. J'étais au Maroc durant cette période-là, disons pendant 2 ans, donc j'ai souvenir de voir que sur les 50 villes où il y avait cette mobilisation, disons, on avait de façon très hétéroclite une population très différente qui se mobilisait, mais on avait des revendications qui étaient quand même extrêmement à la fois sectorielles et générales, mais qui n'avaient pas le degré de politisation que l'on pouvait obtenir en Tunisie, c'est-à-dire on ne trouvait pas au Maroc de slogans de type on veut renverser la monarchie, on veut une démocratie, on veut la République. On pouvait le trouver dans des régions du Maroc qui n'aiment pas la monarchie, comme le Rif par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Mais globalement, on avait quand même des négociations qui très clairement soulignaient, je dirais, l'ancienneté des combats et qui cherchaient à tirer profit de façon extrêmement intelligente d'un contexte de révolte et de révolution régionale afin que la monarchie négocie bien justement un certain nombre d'avantages sociaux, politiques, économiques. Et on a vu toute une série de revendications prises sérieusement en charge par la monarchie et par la suite, disons, essayer d'ouvrir ces espaces politiques. En même temps, c'est un peu difficile, mais aujourd'hui, le mouvement du 20 février, il y a un débat au Maroc pour savoir s'il est mort ou pas. C'est-à-dire, il n'existe plus du point de vue, disons, de la dynamique qu'il a impulsée. Les témoignages qu'on a, les gens en parlent comme un souvenir extraordinaire, comme un moment de contestation extrêmement agréable, mais en termes disons, de mouvement
structurée d'organisations qui cherchent à peser sur les partis politiques, sur les forces syndicales, sur la société civile, il est vrai qu'on a aujourd'hui plus des acteurs individuels que véritablement, disons, un cadre qui aurait permis justement la pérennité d'une telle action. Et là, sans doute, est-ce dû essentiellement à la capacité de la monarchie marocaine à, je dirais, à la fois absorber, recycler et en même temps, disons, reformuler un certain nombre de revendications qu'elle s'approprie et que donc elle désamorce, entre guillemets, dans ce contexte-là. Enfin, là où l'actualité est toute présente, c'est bien évidemment le cas algérien. Il y a 11 ans de cela, le ministre de l'Intérieur se targuait en Algérie de dire que finalement, il n'y avait pas de mouvement de contestation en Algérie, que l'Algérie, finalement, elle avait répondu à toute une série de besoins politiques et sociaux de sa population, que sous Abdelaziz Bouteflika, on avait inondé le marché social et économique de subventions, d'aides et disons, d'investissements publics. Et il est clair qu'en 2019, et ça fait beaucoup écho à ce que disait Ousmane sur un certain nombre disons, de mandats présidentiels à reconduire, eh bien, on va avoir en février 2019, de façon assez, là aussi, totalement inattendue, eh bien, un mouvement civil qui va lui-même être surpris par sa force sociale, finalement, lorsqu'il va d'abord, avec beaucoup de timidité, manifester pour exiger non pas le changement de régime, mais tout simplement le fait qu'il n'y ait pas de 5e mandat présidentiel, c'est-à-dire le fait que le président Abdelaziz Bouteflika, malade depuis 2013, littéralement absent en permanence dans des lits d'hôpitaux à Genève, à Paris, etc., ne soit pas justement un candidat pour ce 5e mandat, eh bien, à la grande surprise du mouvement, après quelques semaines de tergiversation, mouvement porté vraiment, alors là, du coup, par le réveil d'une jeunesse, l'émergence d'acteurs civils, le renouveau du monde étudiant qui était en Algérie dans une totale léthargie depuis une trentaine d'années, depuis la période des années 90. Le monde étudiant souffrait de conditions matérielles terribles, en fait, de désaffection en termes d'investissement, d'un sentiment un petit peu d'abandon. On va assister vraiment à un réveil du monde étudiant, à une remobilisation du corps universitaire, à des collaborations avec le monde du journalisme, des nouveaux médias. Tout cela va se faire au grand détriment des partis politiques qui vont être exclus très clairement de ce mouvement civil Hirak, tout simplement parce que les partis vont être accusés d'avoir finalement accepté l'insoutenable collaboration avec le régime d'Abdelaziz Bouteflika sans exiger de lui la moindre réforme politique, la moindre ouverture politique. Et donc, on va assister à ce mouvement-là, porté par, disons, une société extrêmement dynamique, avec des slogans parfois très contradictoires, qui vont de la paix, mais aussi qu'ils dégagent tous, et donc porteurs d'un certain nombre disons, d'incertitudes sur la capacité concrète, programmatique, disons, de mettre en œuvre ces slogans-là. Et on va voir, disons, une politisation très forte de l'Algérie 11 ans après ce printemps arabe, donc avec aujourd'hui toutes les incertitudes que l'on mesure, c'est-à-dire finalement, encore une fois, le modèle tunisien, eh bien, est-ce une exception, une anomalie, disons un modèle à suivre? Il est clair que l'Algérie, du point de vue de l'État, ressemble plus au Maroc et à l'Égypte qu'à la Tunisie. On a une force militaire considérable, on a des appareils de répression et de sécurité, des ressources disponibles, une expérience des appareils de sécurité et de répression dans la gestion violente ou pacifique des contestataires. Pour reprendre un peu ce qu'on disait sur l'Afrique de l'Ouest, le régime algérien a d'abord, entre guillemets, éliminé toute l'opposition socialiste dans les années 60. On a eu le long nationalisme de Boumedienne, puis ensuite on a exterminé l'opposition islamiste dans les années 90. On a eu 20 années d'Abdelaziz Bouteflika. Et là, aujourd'hui, on a l'irruption démocratique, qui rappelle beaucoup les mouvements décrits en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Burkina, où finalement on a une envie de renouveau, de changement, je dirais presque de nettoyage. C'est un peu les termes qui reviennent souvent, mais en même temps, ces slogans-là sont extrêmement agréables à entendre, à chanter dans les rues, mais dans les faits, eh bien, si on ne trouve pas d'acteurs institutionnels,
ni des syndicats, ni, disons, l'armée, ni la police avec soi, ni la haute administration. Si on est finalement qu'entre soi dans la société civile, on voit bien tout de suite les grandes difficultés qu'on peut avoir pour peser justement et arriver à des transformations. Le risque, c'est justement de ne pas arriver à créer ces liens, à se transformer et à s'ouvrir vers justement une capacité disons, sans doute de réduire aujourd'hui ces revendications pour pouvoir attirer davantage d'acteurs institutionnels dans la contestation aujourd'hui civile algérienne. Le mouvement a repris très fortement depuis hier, comme vous avez pu le constater. Les slogans restent à peu près les mêmes, même si il y a quand même pas mal de changements dans le fond. Mais on voit bien que cette envie de changement, eh bien, pose un immense défi à un régime qui est quand même extrêmement rodé dans sa capacité à faire taire historiquement tous ceux qui l'ont vraiment contesté. Il faut le dire aujourd'hui, à l'Assemblée nationale algérienne, on retrouve tous ceux qui ont contesté le régime dans le passé. Donc, ils ont aujourd'hui bénéficié, disons, de largesse financière, d'avantages matériels, de reconnaissance symbolique. Et la crainte du mouvement démocrate, c'est justement de subir ce sort-là, c'est-à-dire en se transformant en acteur politique, eh bien, de devenir un acteur banalisé, cooptable et sans doute amené à connaître le destin des socialistes algériens et des islamistes aujourd'hui, dont on promet dans l'élection législative à venir un Parlement bien représenté de leur point de vue. Voilà, je pense que juste pour dire, voilà, pour conclure sur cette actualité algérienne. Je vous remercie. Merci. Alors, vous avez justement évoqué certains des obstacles. C'est des obstacles et peut-être des conditions, on va dire, des défis à surmonter et la manière dont des stratégies pour surmonter ces défis. C'est ce sur quoi j'aimerais vous entendre dans ce dernier tour de parole avant que l'on prenne les questions. Bon, vous avez aussi tous les trois évoqué le poids qui pèse, les obstacles qui sont spécifiques, peut-être aux jeunes et aux femmes hein, dans des contextes patriarcaux face à la gérontocratie auxquels font face ces jeunes. Donc, je voudrais vous interroger sur justement ces obstacles spécifiques. On peut peut-être commencer par Mariem pour les femmes et voir comment, face à ces défis, eh bien, les actrices ont réussi peut-être à les contourner. Quelles sont les solutions qui se sont offertes à elles pour le faire? Alors, par rapport aux défis, j'insisterai peut-être davantage sur la question de l'acceptabilité sociale, si on veut, des mobilisations des femmes. Concrètement, c'est quel degré d'investissement est voilà, toléré, accepté socialement, pour quelle cause aussi est-ce qu'on considère, on légitime ces mobilisations de femmes. Puisque bien évidemment, sur le degré, le type d'investissement va jouer le statut clairement de la femme, hein. Une femme qui voilà, la question de l'âge va jouer, du statut matrimonial. Est-ce que c'est une épouse? Est-ce que c'est une mère? Donc voilà, selon les rôles sociaux qui sont dévolus à la femme, le temps, dévolu à l'action collective va forcément être différent et la compréhension, de cette implication dans l'action collective va également varier. C'est la même chose pour la cause dans laquelle, elle s'investit. Je le disais tout à l'heure, on a, voilà, après les indépendances, considéré que les femmes, elles devaient investir les secteurs du care, du social, de la voilà, l'associatif et cetera. Donc ça, c'est bien vu et c'est compatible finalement avec ces rôles sociaux que sont ceux, de mère et d'épouse. C'est autre chose encore que de s'investir dans des modes d'action, plus protestataires, davantage politisés. Donc là aussi, il y a des différences à faire. Quand on s'intéresse au profil des militantes, souvent, c'est intéressant aussi de voir, leur environnement, leur background social, familial, selon voilà le milieu duquel elles sont issues. Est-ce qu'il y a eu dans leur entourage proche, des engagements qui soient de type syndical, associatif, politique, tout ça peut jouer aussi favorablement, en termes de compréhension et de soutien, à cet engagement. Donc, on voit des pluralités, de situations de ce point de vue. Mais il faut vraiment, à mon avis, avoir à l'esprit que l'engagement, de type protestataire, donc avec une dimension conflictuelle, a un coût très fort, pour ces femmes. Là, je voudrais peut-être faire une petite précision, c'est que
quand on parle de mobilisation, toutes les mobilisations ne sont pas protestataires et c'est notamment, très vrai dans les mobilisations de femmes, sur le continent africain. Vous avez toute une série de mobilisations où la dimension conflictuelle n'est pas centrale. Ça ne veut pas dire que la cause que vous portez ne peut pas avoir de fondement, de racines, protestataires, mais en tout cas, elle ne s'exprime pas en termes conflictuels ou antagoniques et c'est assez marqué donc dans les mouvements de femmes. Je le souligne parce que donc je pense à ma collègue Emmanuelle Bouilly, par exemple, qui a travaillé au Sénégal sur les mobilisations, de mères, contre les migrations clandestines. Voilà, en faisant du couscous et des meetings, c'est le titre, de sa thèse, pour dire que c'est pas parce qu'on n'est pas dans le conflit, dans la protestation, qu'il n'y a pas de mobilisation. Les mobilisations, elles sont bien là, mais elles peuvent prendre une forme différente que celle auxquelles on pense a priori, dans leur dimension conflictuelle. Donc, si maintenant on se situe dans la logique protestataire en tant que telle, c'est sûr qu'elle a un coût réel, pour ces femmes et ça conduit souvent à des engagements, dans un temps limité de la vie, de ces femmes. Je prendrai ici 2 exemples. D'abord ceux tirés de mes, expériences de recherche au Sénégal, où, les militantes que j'ai pu côtoyer, interroger, qui se mobilisaient sur des sujets extrêmement sensibles, comme la légalisation de l'avortement par exemple, celles qui sont en première ligne, qui vont dans les médias, qui se confrontent, aux religieux et cetera. Si on regarde leur profil, ce sont souvent des femmes célibataires qui n'ont pas d'enfants, donc qui ont investi, voilà, leur carrière militante, hein, qui ont des gratifications par ailleurs, qui peuvent être professeurs d'université, consultantes, expertes, mais qui de fait, ne sont pas dans les normes sociales attendues en termes de, mariage, de création de famille et on cherche d'ailleurs à délégitimer, si vous voulez, leur parole publique par cette situation, qui est la leur et qui ne correspond pas à la norme, majoritaire. Donc tenir dans cette situation n'est pas évident. Beaucoup m'ont fait part d'expériences, voilà, de stigmatisation où des rumeurs circulent à leur sujet. Elle ne vit pas chez ses parents parce qu'ils l'ont chassée, à cause de ses engagements, ou voilà, quand elles vont dans des rassemblements religieux, pourquoi elle est là, pourquoi elle prie alors qu'elle défend l'avortement. Donc une pression de tous les jours qui est difficile à supporter et qui conduit des fois à des engagements de plus court terme. Pour prendre un exemple au Maghreb, là je me référais à un papier qu'avait écrit un collègue, Amin Halal, sur la Tunisie, donc là sur des femmes mobilisées, non pas pour la cause des femmes, mais dans le bassin minier de Gafsa, donc à cause des questions de chômage et cetera. Et on dit, voilà, on a des personnalités féminines mobilisées aux côtés des hommes dans l'action protestataire, qui ne sont pas du tout en retrait ou spectatrices, qui sont bien mobilisées, radicales, mais qui, au bout d'un certain temps, choisissent, voilà, de se retirer, de se marier, de trouver un emploi et si vous voulez, de laisser derrière elles cette page, de leur vie, de cette carrière militante. Avec cette idée finalement, qui est intéressante dans ce qu'ils développent, c'est de dire que ça va contre un peu les stéréotypes, voilà, de femmes qui seraient en retrait, qui ne seraient pas dans la protestation, mais de dire que si cette protestation, elle est possible, elle a un coût et que ça conduit donc souvent à ce que je vous disais de ces engagements, de court terme. Donc, pour conclure peut-être, quelles seraient, les options, les solutions qui s'offriraient? Alors c'est pas des pistes tellement que je suggère moi, mais c'est des choses qui sont en cours et qu'on constate dans ces mobilisations de femmes, qu'elles portent, sur la cause des femmes ou sur des causes plus larges, sociales et politiques. On voit quand même que pour composer avec les contraintes et pour essayer d'obtenir cette forme d'acceptabilité sociale de leur mobilisation, les militantes africaines, elles sont en permanence dans une logique de négociation. Donc ça, vous le retrouvez dans beaucoup de travaux sur les mouvements de femmes en Afrique, cette idée qu'il y a un négoféminisme permanent qui serait un peu dans l'ADN des mouvements de femmes en Afrique, qui doivent voilà, avoir un apolitisme, si vous voulez, de façade et négocier des réformes graduelles à petits pas plutôt qu'aller dans une confrontation stérile avec les autorités en place. Sur l'avortement, sujet sur lequel je travaille, on le voit très clairement. Si on compare avec l'Amérique latine, on a vu récemment l'Argentine, la réforme qui a été obtenue. Le discours, c'était au nom des droits, des libertés de la femme à disposer de son corps. En Afrique, le combat, il est là, mais il n'est pas du tout sur ces mots d'ordre. C'est des mots d'ordre de santé publique, des argumentaires religieux pour montrer que ce n'est pas incompatible qu'il peut y avoir des dérogations au niveau religieux. Donc on voit qu'on est beaucoup plus dans la recherche d'un compromis et d'un discours qui soit socialement acceptable. Donc je dirais, en partant de cet exemple, qu'il y a quand même cette contrainte très forte et ce négo-féminisme très présent. Une autre piste, c'est aussi
une africanisation, une endogénéisation du discours, si je puis dire, notamment sur les droits des femmes, pour se défaire justement de ces procès en occidentalisation dont elles sont toujours victimes, avec cette idée finalement qu'elles importeraient des idées voilà, occidentales, etc. Donc là, il serait quand même bon de préciser qu'historiquement, les mouvements de femmes, que ce soit au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, c'était des mouvements séculiers. Donc il y a quand même un ancrage historique de ces mouvements qui ne relève pas de l'importation. Mais c'est important aujourd'hui, voilà, d'affirmer que les réponses qui sont proposées, c'est des réponses endogènes à des problèmes endogènes. Et on voit très clairement ces réponses s'exprimer à travers des courants féministes qui sont aujourd'hui davantage pluriels. Au Maghreb, on voit beaucoup, voilà, autour du féminisme islamique, des choses se développer. En Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de choses, voilà, d'inspiration afro-féministe. Et c'est assez intéressant si on regarde par exemple concrètement quelque chose comme le protocole de Maputo, qui est la charte additionnelle des droits de l'homme de l'Union africaine, où là, c'était vraiment l'idée qu'il fallait que les femmes africaines proposent aux femmes africaines voilà, des solutions, des droits qui soient profondément enracinés dans les cultures africaines. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important et qui traduit aussi l'évolution, si on peut dire, générationnelle de ces militantes, avec un bassin, on va dire, plus diversifié de militantes qui ne sont plus seulement issues des élites éduquées, internationalisées. Il y a une démocratisation avec voilà, des femmes issues de tous les milieux et avec d'autres référentiels qui viennent nourrir un peu leur projet et leur discours. Et enfin, le dernier point auquel je penserai, c'est toujours dans cette idée de lutter contre les procès en occidentalisation, c'est un ancrage de terrain très fort qui permet une politisation par la bande, si je puis dire, pour éviter encore une fois cette confrontation trop directe avec les autorités et leurs opposants. C'est voilà, d'éviter le piège de discours un peu idéologiques de la tradition contre la modernité, les occidentales contre les tenants des valeurs africaines, et partir vraiment du terrain des faits. Si je prends l'exemple des femmes juristes qui sont présentes partout sur le continent, elles ouvrent maintenant des cliniques, des boutiques de droit, et par exemple sur les violences sexuelles, elles font un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique, elles recensent ces violences, elles les comptabilisent. Et donc, ça leur donne une matière très concrète, factuelle, pour dire voilà le problème, voilà l'urgence sociale qu'il y a à réformer. Et on voit que ça paye parce qu'en jouant ce registre très factuel, empirique, empiriquement démontré des problèmes, elles arrivent à avancer. Pour finir sur l'exemple du Sénégal, grâce à cette documentation très forte sur les violences sexuelles, elles ont fini par obtenir la réforme du code pénal avec une criminalisation du viol fin 2019, qui était jusque-là uniquement un délit, et qui aujourd'hui donc est passible de peines beaucoup plus lourdes. Donc ça a été accompagné de sit-ins, de manifestations, mais ça a été rendu possible encore une fois parce qu'elles ont montré leur connexion avec les problèmes des femmes au quotidien et leur capacité à les porter pour demander des réformes au niveau des autorités publiques. Donc voilà, il me semble que c'est des éléments qui peuvent contribuer à les renforcer, à les légitimer sur la scène sociale aussi bien que politique. Merci Mariem. Bah, je profite de ta remarque sur les contestations qui ne sont pas toujours de nature conflictuelle et dans la confrontation pour signaler la tenue d'un colloque qui a eu lieu sur la contestation à bas bruit, plus discrète, qui a eu lieu à Dakar en décembre 2019 à l'université Cheikh Anta Diop. C'est Valérie Delaunay qui m'a mis sur cette piste. Je vous mettrai les références de ce colloque qui peut en intéresser certains d'entre vous. Alors, je vais poursuivre dans la veine de ce que vient d'évoquer Mariam sur les solutions et me tourner peut-être vers Ousmane pour qu'il lui aussi nous livre quelques réflexions sur peut-être les pistes de solutions pour justement renforcer ces mobilisations que l'on voit sur le continent, à la fois de la part, qui émanent des femmes, dans lesquelles les femmes et les jeunes participent activement. Donc, Ousmane, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Anne.
Donc, je vais rebondir sur un point qui a été soulevé par Mariam et que je juge aussi très important, ce qui est d'enraciner et d'historiciser les mobilisations des jeunes qu'on peut voir en Afrique. Donc, que ce soit au Burkina Faso, au Sénégal ou au Niger, il y a tout un répertoire historique qui est évoqué par les jeunes, notamment pour justifier leur mobilisation auprès de la société nationale, mais aussi imposer un nouveau paradigme de changement au gouvernement de la région. Donc, si on prend l'exemple du Burkina Faso avec le ballet citoyen, et ça me fait penser à l'intervention de Luis qui parlait de la volonté de nettoyer le système politique en Algérie. Je pense que dans même l'évocation du ballet citoyen, c'est le fait de balayer la scène politique burkinabé en se basant sur l'idéal sankariste qui avait été développé durant les 5 ans de règne, 5 ans de présidence plutôt de Thomas Sankara entre 1983 et 1988, notamment en impulsant de nouvelles dynamiques, de nouveaux rapports entre le citoyen et le régime politique, mais aussi de nouveaux rapports entre le Burkina Faso et les États occidentaux comme la France, par exemple. Et c'est parce que le jugement d'intention est toujours fait aux mouvements de jeunesse et aux mobilisations citoyennes qui existent en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Burkina Faso, au Niger ou bien au Sénégal. L'accusation d'être un pion ou un valet des Occidentaux pour faire pression sur les régimes en place qui s'approprient l'idéal patriotique existe toujours. Et cela amène à relever encore une fois l'importance d'historiciser et de laisser au mouvement citoyen, que ce soit Y'en a marre, le ballet citoyen ou bien Tournons la page au Niger, l'appropriation de toutes ces thématiques liées aux droits humains, à la gouvernance politique, et qu'ils fondent leur argumentaire et leur mobilisation sur des répertoires et des symboles politiques que va comprendre la population du Burkina Faso, la population du Burkina Faso, du Niger ou du Sénégal. Une autre chose qui est absolument fondamentale, je trouve aussi, est d'amplifier les mobilisations et les campagnes qui sont menées par ces groupes-là. Si on regarde le cas du Front national pour la défense de la Constitution de la Guinée, qui a été au front de la mobilisation contre le projet de troisième mandat du président Alpha Condé, on voit qu'ils ont mené beaucoup d'actions, des sit-ins, des manifestations, des déclarations, qu'ils ont essayé d'utiliser les chaînes de solidarité qui avaient déjà été établies par les mobilisations de Y'en a marre et du ballet citoyen. Mais face à la brutalité de la répression à laquelle ils ont fait face, le mouvement a très vite perdu de son momentum à partir d'octobre 2020, surtout lorsqu'on considère que beaucoup de régimes en place étaient dans la même situation que la Guinée à l'époque, notamment les velléités de troisième mandat qu'on trouvait aussi en Côte d'Ivoire, et qu'il y avait des chaînes de solidarité qui existaient aussi entre ces régimes-là et qui s'opposaient aux mobilisations citoyennes proposées par le Front national pour la démocratie et pour la défense de la Constitution de la Guinée. Donc, le simple fait de parler de l'action de ces mouvements-là, de présenter les acteurs de ces mouvements, leur désir, leur volonté, leur projet politique, contribue à mettre la pression sur les régimes auxquels ils font face et à appuyer ces différentes campagnes qui sont menées au niveau national. Et enfin, je pense aussi il faut prendre en compte aussi les dynamiques générationnelles au sein de ces mouvements. Par exemple, entre les mouvements féministes issus de la nouvelle génération, que ce soit au Sénégal ou bien dans notre pays, et les mouvements beaucoup plus établis qui ont été qui sont beaucoup plus institutionnalisés et qui ont été dans des dynamiques de négociation et de collaboration pour avancer les causes sociales avec auprès des gouvernements nationaux. Donc au Sénégal, on voit qu'il y a de plus en plus cette scissure au sein de ces mouvements, notamment par rapport aux approches qui sont utilisées pour lutter contre la criminalisation de l'avortement, par exemple.
Mariam avait parlé du fait qu'en Amérique latine, le discours était beaucoup plus direct, notamment par rapport à des thèmes comme l'avortement ou bien l'accès aux terres collectives pour les femmes rurales ou bien les discriminations qui ont lieu en fonction avec l'héritage basé sur le code de la famille ou au Sénégal où on a un code de la famille très consensuel, donc qui a été validé par les autorités religieuses et coutumières lors de sa rédaction en 1972 et sur lesquels il y a des éléments discriminants envers les femmes, notamment les questions de l'homme qui est désigné comme le chef de la famille, sur les questions de l'autorité parentale pour permettre la libre circulation des enfants ou bien des voyages, et sur lesquels les féministes, si je peux parler de la nouvelle génération, qui sont issus de la période après MeToo, qui ont beaucoup plus de volonté publique à dénoncer les violences à l'encontre des femmes qui existent au Sénégal, s'opposent d'une certaine manière au projet de progrès incrémentaux initiés par les mouvements beaucoup plus établis au Sénégal, comme l'Association des juristes sénégalaises. Sur ces deux points-là aussi, il y a aussi la question je parlais des chaînes de solidarité tout à l'heure, pour renforcer les mobilisations de ces mouvements-là, mais aussi le fait de discuter de l'action de ce qui se passe, de la répression policière, par exemple, contre les mouvements comme Tournons la page au Niger, pour beaucoup aider à préserver les acquis démocratiques et à faire avancer les causes pour lesquelles se battent ces mouvements-là. L'année dernière, par exemple, où c'était une année préélectorale au Niger, une année électorale plutôt, puisque le premier tour des élections a eu lieu en décembre 2020, on a noté une forte répression des mouvements incarnés par la jeunesse nigérienne, donc par la société civile, qui dénonçait les allégations de détournement au ministère de la Défense. Donc, il y a un audit des contrats de la Défense qui ont été fuités au mois de février 2020 et qui a noté que beaucoup de contrats étaient surfacturés, que des contrats étaient donnés à des hommes d'affaires qui étaient très proches des cercles du pouvoir et que des munitions défectueuses même étaient fournies aux forces de défense et de sécurité du Niger, dans un contexte où l'armée nigérienne fait face à l'insurrection de l'État islamique, non seulement dans la zone du lac Tchad, mais aussi dans la frontière malienne, à Tillabéri, et à l'action de Boko Haram aussi dans la zone du lac Tchad. Donc cela a suscité un débat, mais dans le contexte de la COVID-19, on a noté que le gouvernement nigérien a initié des mesures pour interdire les rassemblements de plus de 50 personnes, et notamment empêchant les manifestations, dénonçant l'implication du pouvoir exécutif dans la gestion pénale de ces scandales-là. Mais aussi, il y a des thèmes beaucoup plus légaux comme la loi sur la cybercriminalité qui a été votée au Niger en juillet 2019 et dont certains articles constituent des menaces et des atteintes aux droits humains, car ils permettent aux procureurs de donner une intentionnalité de trouble à l'ordre public à certaines accusations ou bien allégations de diffamation. Donc, dans le contexte de l'année 2020, cela a été beaucoup utilisé pour faire la répression sur les mouvements de la société civile qui protestaient contre les allégations du ministère de détournement au sein du ministère de la Défense, mais aussi qui contestaient et qui critiquaient la gestion de la pandémie COVID-19 par le gouvernement. Et cela s'est tenu dans un contexte où il y avait très peu d'attention internationale sur ces questions-là au Niger, malgré que ce soit une année électorale, vu que les enjeux sécuritaires, par exemple, liés à la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, étaient jugés comme beaucoup plus importants et que l'action de ces États, de l'État nigérien, dans le cadre de ces partenariats militaires et stratégiques, était jugée comme essentielle. Donc, empêchant d'une certaine manière une trop grande discussion ou une remise en question
des questions de gouvernance politique à l'interne. Donc, parmi les pistes de solutions pour renforcer les mobilisations, je parlerai d'enraciner et d'historiciser les mobilisations citoyennes en Afrique de l'Ouest. Donc, laisser comprendre l'appropriation de ces thèmes liés aux droits humains et aux libertés politiques par les groupes qui sont actifs à l'intérieur de ces États-là et comment ils utilisent tout un discours et toute une histoire nationale pour mobiliser leurs compatriotes sur ces questions-là. Et enfin, amplifier leur action à travers des opportunités de médiatisation, leur donner probablement la voie pour discuter des désirs et des ambitions qu'ils ont pour ces mouvements-là, leur permettre de pouvoir discuter avec un public qui n'est pas forcément national et à des médias qui ne sont pas forcément contrôlés par le régime en place. Donc, je soulignerai ces deux derniers points et je mettrai juste en question la question de la jeunesse en Afrique sur laquelle je pense qu'on peut parler pendant des heures parce qu'il y a plusieurs jeunesses. Il y a des jeunesses urbaines connectées au monde. Il y a des jeunesses rurales qui sont beaucoup moins connectées et qui font face à des défis beaucoup plus importants comme par exemple le manque d'opportunités d'emploi, le manque d'accès aux terres et qui sont beaucoup plus affectés par les phénomènes comme l'immigration clandestine. Et même au niveau de la jeunesse, si on regarde les dynamiques au sein de la société civile et au sein des partis politiques, on peut noter par exemple des jeunes leaders de partis politiques qui ont à peu près 50 ans. Et donc, ce sont toutes des thématiques qu'il faut prendre en question lorsqu'on discute des mobilisations citoyennes de la jeunesse et des femmes au sein de l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, voilà. Alors, il nous reste peu de temps, on a des questions quand même. Je voulais quand même donner la possibilité à Louis en 2-3 minutes de nous parler des solutions très résumées et ensuite on se tournera vers les questions. Alors, Louis. Merci. Je ne sais pas si je pourrais arriver à synthétiser des solutions éventuelles, mais disons, il me semble qu'il y a au moins 2 ou 3 points qui semblent converger aussi avec les collègues. Premièrement, c'est la pluralité des jeunesses. Si on prend le Maroc, la jeunesse du RIF n'est pas la jeunesse de Casablanca. La jeunesse du RIF vit depuis 2016 une certaine violence de l'État, un arbitraire du pouvoir, des arrestations arbitraires qui en fait relèvent plus de la gestion d'un territoire supposé, disons, contestataire ou déloyal. Donc, et on est dans le même pays, et donc c'est très différent. Si vous prenez la Libye, la jeunesse Toubou n'est pas la jeunesse de Tripoli, et pourtant c'est les Libyens, leur vie, leur expérience, leur perspective n'ont strictement rien à voir avec ce que peut imaginer, disons, un jeune Libyen de Tripoli. Donc il y a vraiment ce pluralisme à mesurer, ces nuances et différences, sinon on risque peut-être d'avoir une lecture un peu trop homogène de régions et de territoires où les jeunes finalement n'ont pas du tout la même vie en dépit du fait qu'ils vivent dans le même pays, disons, à ce niveau-là. Le deuxième point qui me semble important dans cette jeunesse, c'est sans doute, disons, la remobilisation politique qu'il faut essayer d'encourager. Je crois que, moi, il me semble que les printemps, les révoltes arabes ont mis en avant l'émergence de ces mouvements sociaux, civils, mais en même temps, et c'est un peu le drame de la région, c'est que s'ils ne sont pas reliés à des activités politiques, à des institutions, à des acteurs, finalement, on a l'impression d'avoir des mouvements qui fonctionnent un peu à vide, disons, entre eux, qui sont extrêmement attractifs et dynamiques, mais dont on a du mal à imaginer finalement le débouché, l'impact sur les institutions, sur les États, d'autant plus qu'une grande partie de ces régimes, eh bien, encore une fois, eh bien, n'ont pas besoin, entre guillemets, de ces mouvements-là depuis leur existence même. Ils ont fait contre eux, ils agissent sans eux, ils légifèrent sans tenir compte véritablement de la représentation historiquement. Donc il y a vraiment un travail de remobilisation politique et qui donc sans doute nécessite, hein, disons, une plus grande indulgence de la jeunesse à l'encontre des acteurs politiques. Quand on entend les jeunes parler des acteurs politiques de la Tunisie à l'Égypte, on voit bien qu'il y a un profond rejet, mépris, comme si une grande partie était finalement incapable de répondre à ces besoins-là. Et il me semble que les exemples libanais, irakiens et autres nous montrent que sans disons, lien politique, il est extrêmement difficile d'impacter les institutions.
Voilà, c'est ça qui, moi, me semble-t-il, est important. Et le troisième, c'est d'une certaine manière tout ce travail qui est mis dans les nouveaux médias, les réseaux sociaux, dans la fabrique de cette nouvelle citoyenneté, dans ces espaces de débat, ces espaces critiques, ces espaces de contestation. Il est clair qu'il y a là, disons, une formidable machine, disons, à reconstruire de l'opinion critique. Encore faut-il qu'elle puisse, elle aussi, discuter avec la presse écrite, avec les médias, disons, anciens, plus traditionnels. Il faut qu'on ait cette circulation qui aujourd'hui semble quand même faire défaut, disons, dans la région, pour pouvoir justement avoir une lecture assez intergénérationnelle des conflits et des problèmes dans cette région-là. Voilà, j'ai 2-3 minutes, donc je les ai dépassées, j'en resterai là et je suis ouvert à toutes les questions qui arriveront dans nos débats. Merci. Merci beaucoup. Alors, écoutez, on va procéder pour les questions. Je vais essayer je vais vous en donner 2-3 et puis vous passez la parole. Vous répondrez aux aspects qui vous semblent les plus pertinents et ceux de façon le plus concise possible. Alors, je vois qu'il y a des questions qui portent plus sur le contexte international. C'est vrai on y a peu fait référence. Alors, tant au niveau des causes ou on va dire des facteurs qui ont contribué à l'émergence de ces mouvements sociaux, hein, donc ça c'est la première question. Finalement, quelles sont les causes plus internationales les facteurs plus internationaux qui ont participé à l'émergence de ces mouvements. Et le deuxième aspect le deuxième volet, si vous voulez, de cet aspect international, c'est sur les solutions. Justement, on a une question qui relève de finalement, est-ce qu'il ne serait pas temps de penser pour le futur de ces mobilisations à des transformations plus régionales vous en avez déjà évoqué certains, hein, des liens et des stratégies, on va dire, plus continentales que nationales. Donc ça serait les deux premières questions. Et une petite question aussi sur les modalités alors plus méthodologiques sur les approches de terrain. C'est une question qui est plus dirigée sur Myriam, mais si vous désirez vous aussi vous exprimer sur la manière dont on approche les mouvements sociaux. Alors là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais s'il y a quelque chose que vous pouvez retenir de ces terrains, qui sont quand même des terrains particuliers. Donc voilà, alors les facteurs internationaux et peut-être la dimension un peu métho de l'approche de cet objet sur le terrain. Alors je vais commencer par Myriam. Alors, je vais essayer d'être brève et synthétique. Alors, sur le facteur international, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, c'est un élément très structurant des mobilisations de femmes, hein, soyons clairs en termes voilà, de création de réseaux, de socialisation, de ressources, voilà, d'acquisition de compétences, de savoir-faire. Enfin, ça a un rôle majeur. Ça leur permet clairement, en s'insérant dans ces réseaux internationaux, de peser davantage sur les scènes politiques nationales parce qu'elles apparaissent comme des interlocuteurs légitimes au niveau des pouvoirs publics. Donc voilà, c'est un élément qui contribue à leur donner plus de poids et davantage d'autonomie aussi par rapport aux régimes qui sont en place. Même s'il faut garder, là vous avez beaucoup de travaux, de choses là-dessus, une vision critique aussi de cette professionnalisation, de cette internationalisation qui participe aussi d'une forme de dépolitisation de l'action collective, voilà, et avec une mise en cause finalement d'une déconnexion entre des militants qui sont de plus en plus internationalisés, mais de moins en moins connectés avec les réalités de terrain. Donc ça, c'est un peu les deux aspects qu'on retrouve souvent sur ce rôle du facteur international. Et dans les faits, en pratique, on voit voilà, les hybridations à l'œuvre pour ces mouvements sociaux féminins. Sur la sortie du cadre national en termes de solutions, je vais y venir. Oui, ça peut être important, notamment au niveau régional et je dirais sur le plan juridique, même très précisément. Après, le niveau national, il a un sens parce qu'encore une fois, Louis le soulignait, on a une pluralité des situations, des jeunesses, des situations sociales au sein d'un même pays. Donc, le ferment de la mobilisation, de la contestation, il part de situations aussi très localisées. Et ces contestations localisées, ensuite, elles peuvent avoir des effets dominos. Typiquement, les printemps arabes, c'est ça, c'est parti d'un événement précis qui a eu ensuite des effets au Maghreb et au-delà en Afrique subsaharienne. Donc,
pour moi, l'élément national et même local, hein, encore plus micro, si je puis dire, il a son importance dans ces mobilisations. Les solutions régionales, pour autant, elles ne sont pas à négliger, elles sont importantes. Vous avez des coalitions pour les mouvements de femmes au Maghreb. On pourrait citer la coalition Maghreb Égalité, qui est liée les pays du Maghreb, les associations de femmes autour des réformes du Code de la famille. Et sur le plan juridique, je disais au niveau de l'Union africaine, quand ça échoue au niveau national, les associations de femmes, maintenant, elles n'hésitent pas à aller à l'échelle régionale. Je citerai ici le cas du Mali, où les féministes ont échoué, Anne connaît bien le sujet, à faire réformer le Code de la famille, et elles ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Elles ont intenté un recours contre l'État malien pour non-respect donc, de ses engagements internationaux dans le Code de la famille, et elles ont gagné devant la Cour de l'Union africaine. Donc là, ça fait 2 ans que le Mali aurait dû mettre en conformité son texte avec ses engagements, ce qu'il n'a pas fait pour le moment, mais ça reste quand même un élément de dissuasion et un élément aussi pour renforcer leur lutte. Donc, c'est des voies de recours qui sont aussi des modèles. Ce qu'ont fait les Maliennes, ça inspire par exemple les Sénégalaises sur la question de l'avortement aujourd'hui et d'autres femmes sur d'autres questions. Et enfin, sur le travail de terrain, très rapidement, moi j'ai travaillé sur les questions de controverse autour du droit de la famille, aujourd'hui de l'avortement, donc en interrogeant à la fois les acteurs conservateurs, les actrices féministes, le milieu judiciaire, le milieu politique. Mais pour ce qui est du milieu militant et des militantes féministes en particulier, j'ai à la fois procédé à des entretiens individuels ou des entretiens collectifs avec les militantes, donc là plutôt pour dresser plutôt leur profil, leur engagement, la nature de leur engagement, mais j'ai aussi participé beaucoup à leurs conférences, aux activités qu'elles peuvent organiser, de sensibilisation, etc. sur le terrain, et à de l'observation, voilà, concrètement dans leur boutique de droit, par exemple, d'un conseil qu'elles peuvent apporter, etc. Donc c'est un peu combiné, voilà, toute une série de méthodes ethnographiques pour essayer d'approcher au plus près à la fois leur discours, voilà, leur profil, etc., mais aussi les modes d'action qu'elles mettent en œuvre. Voilà. Merci Mariem. Alors, nous avons eu un OK du Big Boss pour dépasser un peu l'heure. Donc, on respire par le nez et je passe la parole à Louise peut-être pour qu'il réagisse sur ces 2 questions. Disons, sur la dimension internationale, c'est clair que pour l'Afrique du Nord, on a depuis une quinzaine d'années une vraie, je dirais, influence extérieure hein, sur la région. Si je prends pays par pays, je prends l'Algérie, son premier partenaire commercial, c'est la Chine, c'est depuis 2013. Donc son premier partenaire au plan militaire, c'est la Russie. On a vraiment des pays qui ne sont pas forcément reliés directement à ce qu'on pourrait appeler l'influence ou l'emprise occidentale. Si vous regardez la Tunisie et sa révolution, l'influence considérable du Qatar, des frères musulmans au début, elle était très forte dans la médiatisation, les réseaux sociaux. Donc à ce niveau-là, la Libye, c'est pire. La Libye, c'est devenu, disons, vraiment un réceptacle de toute une série de protagonistes. Ça va de l'Égypte aux Émirats, en passant par, disons, l'Arabie, la Turquie, la Russie. Enfin, donc on a vraiment une région qui a beaucoup de mal à respirer d'elle-même. Hein, donc, et sans doute un des grands dangers pour les mouvements sociaux, c'est justement d'être prisonnier d'agendas qu'ils ne maîtrisent plus. Et si je prends le mouvement algérien, le Hirak, une de ses premières, disons, réaction par rapport à toutes les formes de discours qu'on pouvait avoir sur lui, c'était de dire surtout, on ne veut que personne ne parle en notre nom pour nous ou cherche à nous défendre à l'international. C'est un mouvement qui se veut national et qui veut répondre à ces problèmes nationaux. Alors ça fait partie de tout disons la rhétorique, y compris nationaliste du Hirak, hein, donc à ce niveau-là, mais on voit bien que c'est aussi une réaction au trop fort empiètement qu'il y a sur le plan régional. On a aujourd'hui y compris par région, des investissements parfois qui peuvent soulever toute une série d'interrogations. Le Maroc lui-même cherche à influencer l'Afrique de l'Ouest avec sa formation des imams annuels, avec sa politique de l'islam modéré. Il cherche à faire financer par l'Union européenne son impact islamique dans les conflits sahéliens. On voit bien que les interactions sont aujourd'hui extrêmement importantes. Et pour les mouvements sociaux, qu'ils soient civils, religieux ou autres, il est clair que disons, la capacité à pouvoir évaluer aujourd'hui vraiment les agendas locaux, des agendas régionaux ou internationaux, devient extrêmement compliqué. Hein, donc, parce que tout simplement, les interactions financièrement sont très fortes, politiquement également. Prenons un pays comme la Tunisie, on n'aurait jamais imaginé que c'est le pays qui exporte le plus de jeunes combattants auprès de Daesh, l'État islamique.
On va retrouver plus de 6000 jeunes Tunisiens. C'est la plus forte proportion de combattants étrangers dans l'État islamique en Afrique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les autorités tunisiennes vont empêcher plus de 30 000 jeunes à se rendre en Syrie et en Irak. Là, on a très clairement une sorte, disons, d'interaction régionale et internationale qui, moi, me semble-t-il, est assez nouvelle par rapport à toutes les périodes 80, 90, 2000, où on était quand même ancré dans des approches très stato-nationales, fermées, avec, disons, où jalousement les États s'efforçaient de bien contrôler leurs nationaux à l'étranger et d'empêcher que l'extérieur puisse avoir trop d'influence, à l'exception de partenaires traditionnels, économiques ou financiers comme l'Union européenne, mais dont l'impact sur les sociétés en Afrique du Nord, moi j'attends l'étude qui me permettra de démontrer qu'elle a eu un impact considérable sur ces sociétés jusqu'à présent. Il me semble que c'est plutôt l'inverse. Voilà, donc à peu près. Donc je pense une nouveauté, l'Afrique du Nord, mais comme l'Afrique de l'Ouest ou le Sahel, devient vraiment une région de très grande influence extérieure et pas seulement occidentale. Et sans doute que cela, à terme, peut amener à vraiment à toute une série de difficultés politiques, mais aussi sociétales. Très bien, merci. Je vais me tourner vers Ousmane pour que lui aussi nous réponde à cette question. Je vais rajouter peut-être un autre élément qui nous paraît intéressant qui est apparu dans le chat sur les rôles de la diaspora africaine dans ce contexte justement hors frontières nationales. Alors si vous avez également une contribution à ce niveau-là, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Donc, sur l'impact de l'international, je pense qu'il est très important chez les mouvements sociaux de l'Afrique de l'Ouest francophone. Si je prends, mais c'est la dimension internationale a en effet à double tranchant. D'abord, elle peut servir de mobilisateur pour les mouvements sociaux. Si on regarde l'exemple de Y'en a marre, ça s'inscrit dans le sillage du printemps arabe et aussi des chaînes de solidarité établies lors du Forum social mondial de Dakar qui a eu lieu en janvier 2011. Donc, c'est quelques semaines après ce Forum social mondial-là que Y'en a marre a émergé et ça s'inscrit dans cette dynamique où les actions, les chaînes de solidarité qui sont établies avec des acteurs internationaux, les réseautages, sont utilisés pour faire avancer des agendas au niveau national. En même temps, l'implication des acteurs internationaux a souvent été pointée du doigt pour essayer de délégitimer ces mouvements. Donc, c'était le cas d'Y en a marre à partir de 2013, où dans leur volonté d'établir des actions citoyennes et civiques, leur proximité avec la fondation Open Society ou bien avec des ONG comme Oxfam ont été pointés du doigt pour les accuser d'avoir un agenda qui n'est pas seulement national, mais de promouvoir des agendas qui sont promus et défendus par des acteurs internationaux. Donc, c'était la tactique du gouvernement pour essayer de les délégitimer et de leur empêcher d'exprimer leurs revendications. Donc, au Burkina Faso, par contre, si on regarde, ce sont les chaînes de solidarité qui ont été établies via les réseaux d'acteurs culturels et politiques au niveau ouest africain qui ont été mobilisés dans le cadre des mouvements sociaux liés au projet constitutionnel de 2014. Donc, que ce soit le ballet citoyen, mais aussi en RDC où une délégation de membres de Y'en a marre et du ballet citoyen qui avait été déployé à Kinshasa pour discuter de leur activité au Sénégal, des choses qu'ils ont réussi à faire et les défis auxquels ils ont été confrontés, a été qualifié de rassemblement terroriste par le gouvernement en place et cela a entraîné une forte répression des mouvements comme Filimbi et Lucha et la déportation hors du territoire de la RDC des délégués de Y'en a marre et du ballet citoyen. Donc, la question qui portait sur les diasporas, je pense que les diasporas jouent un rôle fondamental et essentiel d'amplification de l'action de ces mouvements-là. Donc, les diasporas sénégalaises, en même temps que les actions qui sont menées au niveau national, pour tous les mouvements, ils sont mobilisés
à travers des actions collectives comme des manifestations auprès des représentations diplomatiques des États où ils sont présents, mais aussi à travers des actions de propagande et de communication liées à des agendas et des actions qui sont censées avoir lieu sur le territoire national. Donc, ces dernières années, je pense, dans plusieurs États, avec le développement des technologies de l'information et de communication, les lives Facebook, les vidéos diffusions en live sur des thématiques sociales initiées par des acteurs de la diaspora sont devenus un des médiums les plus prisés, que ce soit au Sénégal, au Niger ou bien au Burkina Faso. Et ce sont des acteurs de la diaspora, souvent basés en France, au Canada ou bien aux États-Unis ou bien dans d'autres pays, qui participent à ces actions de communication-là, tout en sachant qu'ils sont loin des régimes en place et qu'ils ne peuvent pas être réprimés comme pourraient l'être les acteurs qui sont liés au niveau national. Donc, des fois même, c'est eux qui donnent les informations par rapport à la situation judiciaire ou bien aux activités qui sont prévues par ces mouvements-là au niveau national. Donc, ça peut avoir aussi des tournures beaucoup plus dangereuses. Par exemple, si on regarde ce qui se passe au Cameroun, qui est moins un mouvement social, mais où on assiste à ce qui était un mouvement social, s'est très vite transformé en conflit armé opposant la région anglophone du Cameroun à la région francophone, à l'État unitaire camerounais, qui est supposé être bilingue selon la Constitution, mais qui ne l'est pas dans la pratique, et où les diasporas anglophones du Cameroun basés au Canada et aux États-Unis jouent un rôle fondamental dans l'articulation des revendications de ces régions-là et dans les dénonciations qui ont lieu auprès des instances régionales et internationales, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau du Commissariat des droits de l'homme de Genève, où les diasporas jouent un rôle fondamental. Donc, voilà. Merci Ousmane. Ben voilà, on touche quand même à la fin je pense qu'on a étiré un peu comme on a pu. Il est midi 26. Je voulais vous remercier vraiment sincèrement tous les trois pour ces réflexions et ces discussions tout à fait stimulantes. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à tous les participants pour leurs questions, mais aussi leur attention soutenue pendant tout ce panel. Alors, je vais peut-être redonner la parole à Frédéric pour un petit mot de conclusion. Je vais me contenter de vous remercier. C'était absolument passionnant. J'ai appris énormément de choses, n'étant pas moi-même un expert des mouvements sociaux en Afrique, et j'ai beaucoup apprécié le lien entre justement les dynamiques, par exemple, sociales, familiales, les institutions politiques. Donc, c'est à mettre au crédit, pardon, de l'animatrice, Anne Calvez, que je remercie, mais surtout de Mariam, de Louis et d'Ousmane, qu'il m'a fait vraiment très grand plaisir de retrouver grâce à Zoom. Je ne pensais jamais dire des choses pareilles. Alors, et puis inviter les personnes qui sont restées avec nous de nous retrouver jeudi prochain à 11 h pour le dernier panel du colloque L'Afrique en chantier, qui va porter sur les perspectives économiques. Sur ce, pour ceux et celles qui sont à Montréal, bon appétit. De l'autre côté de l'Atlantique, que ce soit en Afrique ou en Europe, je vous souhaite aussi bon appétit. Au revoir, merci. Au revoir.